À 48 ans, il y a beaucoup de choses à faire, je pense, qui vont devenir assez intéressantes assez vite. Tu investis 915 €, mais en fait, sur ces 915 €, on va voir qu'il y a une grosse partie qui va dans le livret A. Le stock picking, pour l'instant, il est plutôt négatif. Par contre, les ETF, en réalité, ça tourne plutôt bien. Tu es plus rentable sur un PER que sur un PEA, à performance égale, à investissement égal. Donc ça, c'est un cas assez particulier. L'État favorise les gens qui anticipent. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on va analyser le patrimoine d'un ingénieur ferroviaire qui veut partir à la retraite. C'est parti. Bon, les mauvaises langues diront ingénieur ferroviaire à la retraite, c'est un peu une tautologie, mais bon, on va pas rentrer dans ce débat. En tout cas, tu nous dis que tu es novice dans l'investissement, que tu voudrais augmenter ton patrimoine le plus vite possible, et pour l'instant, tu as l'impression d'être nulle part. Je vois déjà un patrimoine, donc pas mal, 150 000 €. On regarde ça. RP détenu à 50%, 50-50 avec ma femme. Appartement locatif détenu à 50-50 aussi avec sa femme. Et du coup, c'est vrai que quand on a passé ton patrimoine à la moulinette Finari, on a trouvé une note de seulement 66 sur 100, ce qui reste une bonne note en soi. C'est juste que ça te laisse quand même pas mal de possibilités d'amélioration, mais bon, c'est ce qu'on va voir ensemble. Du coup, ton profil, je rappelle que tu as 48 ans et que tu gagnes actuellement 6 000 € par mois. Tu es marié, tu as 2 enfants, tu bosses donc dans le ferroviaire. Alors, est-ce que tu bosses à la SNCF, chez Alstom peut-être, chez Bombardier, est-ce que c'est un opérateur, un transporteur, est-ce que c'est un constructeur? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des très beaux revenus. Le départ à la retraite, lui, il est prévu dans 19 ans, 67 ans, donc l'âge légal de la retraite, c'est 64. Donc il y a encore un petit moment à tirer, j'ai envie de dire, et donc tu veux préparer la suite, et c'est tout à ton honneur. D'ailleurs, on voit que ton patrimoine, c'est assez visible, c'est que tu es très immobilier, tu es très centré sur l'immobilier, et donc là, c'est le moment d'aller peut-être un peu plus loin. Objectif, augmenter mon patrimoine le plus vite possible et préparer la transmission pour mes 2 filles. Oui, ça c'est clair qu'à 48 ans, il y a beaucoup de choses à faire, je pense, qui vont devenir assez intéressantes assez vite. Stratégie DCA de 215 € par mois, et avant de regarder le détail de ta stratégie, on va regarder ton cash flow. Donc on voit que tu as ton revenu, on voit que tu as des salaires complémentaires, tu as un peu de revenus locatifs et tu as des allocations familiales puisque tu as 2 enfants, et ça nous fait un budget quand même à 7 000 € par mois. Alors je ne sais pas où tu vis, mais c'est un très beau budget clairement. Tu investis 915 €, mais en fait sur ces 915 €, on va voir qu'il y a une grosse partie qui va dans le livret A pour les urgences, il y a une grosse partie qui va dans le LDDS qui est un peu ton enveloppe vacances a priori, et après tu mets dans du PEA, dans du PER et dans la première brique qui est une plateforme d'investissement immobilier. Ensuite, tu investis beaucoup dans ta maison, évidemment, et c'est là qu'on voit aussi le poids qu'a un bien immobilier, notamment une résidence principale, une RP, puisque tu rembourses ton emprunt, évidemment, tu as aussi les charges. Bon, ça, tu me diras, tu les aurais aussi dans un bien normal. Tu rembourses un bien locatif qui s'auto-finance, puisque tu as 500 € de revenus locatifs et 400 € de mensualité, des assurances, un prêt voiture et l'impôt sur le revenu et la taxe foncière. Donc, est-ce que tu as mis l'IR dans... Est-ce que c'est juste la taxe foncière? Est-ce que c'est un oubli? Ok, mais en tout cas, il y a pas mal d'impôts, ça fait quasiment 8 000 € par an, donc c'est non négligeable, plus de 8 000 € par an. Sur la partie vie courante, 1 000 € de courses, oui, il faut nourrir quand même 4 bouches dans votre foyer, des restos pour te faire plaisir et du shopping d'hiver pour faire plaisir et faire plaisir à tes proches, évidemment. Côté abonnement, qu'est-ce qui se passe? Pas mal de choses. Internet, téléphone pour 97 € par mois. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui me choque? Pas vraiment. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'argent qu'on dépense dans tous nos abonnements. Dans le livre, dans mon livre, j'en parle. En moyenne, un Français a 10 abonnements dont il n'utilise pas une bonne partie, et c'est vrai que là, mis bout à bout, un Deezer, Amazon Prime, Microsoft 365, Canal+, Netflix, etc., ça chiffre vite. Je mets Finari là-dedans, c'est pas anodin, ça a des avantages, mais c'est vrai que ça a un coût, et c'est important c'est aussi pour ça qu'on fait cet exercice de d'éclater les paiements pour que vous ayez vraiment une vue globale de là où va votre argent. Des cotisations bancaires, je pense que ça c'est ok, à condition que vous ayez obtenu un prêt dans cette banque. Si vous payez des cotisations et que vous n'avez pas de prêt dans cette banque, il n'y a aucune raison, c'est vraiment, même si c'est 30 €, en fait, ne faites pas de cadeau de 30 € à une banque, elle n'a pas besoin. Alors dans divers, je vois madame a de l'argent de poche peut-être, 200 €. Pour tes enfants, tu as un livret A 100 € et tu as un livret A par personne, tu as l'argent de poche 30 et 20 € et tu as un peu d'aide pour la famille, 150 €. Je pense que là, il y a un vrai truc à faire parce que aujourd'hui, ouvrir un livret A pour ses enfants, quelque part, c'est pas vraiment leur faire un cadeau à mon sens. Mieux vaut leur ouvrir soit une assurance vie, soit un compte titre. Et en fait, le mieux même, et ça, je pense qu'on en parlera plus tard, mais c'est d'ouvrir, à mon sens, un compte titre pour vous et après
après de leur transmettre. Du coup, ta stratégie, alors on l'a un peu vu déjà, PEA, PER, crowdfunding IMO, très bien. Le livret A, renflouement du matelas de sécurité, peut-être qu'il a été un peu entamé pour un investissement IMO. Les vacances pour le LDDS, ça fait quand même 2400 € par an. Ouais, c'est un budget. Le remboursement des prêts, c'est un gros budget aussi, surtout quand il n'y a pas de revenus en face, enfin pas de revenus locatifs évidemment. Et tu as une assurance vie pour tes filles. Alors peut-être que tu as changé depuis, mais c'est vrai que là je ne la vois pas. Je vois livret A, mais on va regarder ça dans ton patrimoine parce qu'on le verra. Et immobilier locatif, tu as 500 € par mois qui rentrent. Tes questions du coup. Est-ce que ma stratégie tient la route par rapport à mon objectif final qui, je rappelle, est augmenter mon patrimoine et préparer la transmission? Je réfléchis à acheter un nouvel appartement locatif. Qu'en penses-tu? Je vais te dire ça tout de suite aussi. Faut que je regarde le patrimoine. Alors du coup, qu'est-ce qu'on trouve dans le patrimoine? Évidemment de l'immobilier. Donc la question que tu te poses, c'est qu'est-ce qu'il faut acheter plus de biens? Avant d'acheter plus, regardons déjà ce que valent tes investissements actuels, plus particulièrement la rentabilité. Donc on voit effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, le cash flow est positif sur ce bien, ce qui est plutôt sympa, une très belle renta à 10%, ça c'est vraiment de la renta de compète, j'ai envie de dire. Tu l'as acheté en 2013, ça date. Tu as fait une très belle plus-value, plus 67%, monstrueux cette perf. Tu n'as pas, alors tu dis que tu as 100% du bien, mais je pense qu'il a simplement pas été correctement lié. Alors je ne sais pas lequel est lequel, mais si je devais deviner, je dirais que cet emprunt-là, c'est l'emprunt pour le bien immobilier. Ouais, ça colle à peu près en termes de chiffres. Côté maison, là, tu as fait une plus-value de 3%. Tu as acheté le bien il y a un petit moment déjà, donc... Pour l'instant, c'est pas énorme en termes de plus-value. Mais bon, après TV aussi, et c'est un bien de jouissance immobilier avant d'être un placement. Donc, est-ce qu'il faut faire un autre placement? Vu que tu as dit que tu voulais, d'une part, transmettre à tes enfants, à tes deux filles, et que d'autre part, tu es très exposé à l'IMO physique, les SCPI, tu pourrais les acheter en nue propriété, vu que tu n'as pas de revenus, en tout cas, tu n'as pas besoin de revenus maintenant, puisque tu as des revenus déjà assez importants, donc tu as pas mal d'impôts que tu payes. On l'a vu, tu payes 700 et quelques euros d'impôts par mois, c'est énorme. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est SCPI en nue propriété. Je rappelle que du coup, tu es propriétaire, mais tu ne touches pas les revenus. Tu fais ça sur, 3, 5, 7 ans. Enfin, il y a plein de clés de démembrement, tu peux choisir. Et ensuite, tu peux les mettre dans une SCI pour les transmettre à tes filles. Et ça te permettra de vraiment limiter, évidemment, les taxes prélevées sur la transmission. Ça te permettra de limiter la fiscalité maintenant, immédiate. Et ça te permettra de maximiser ton revenu tout en ne faisant rien, puisque une SCPI, par définition, tu n'as pas besoin de t'occuper de cet investissement. Donc ça pourrait être une option qui, à mon sens, est intéressante. Après, j'ai envie de dire, tu as acheté un appartement, tu as réussi à faire un plus 67%, une renta de 10%. Si tu penses pouvoir faire la même chose, pourquoi pas explorer ça? Mais attention à la structuration dès maintenant pour que tu puisses transmettre ça à tes filles le plus facilement possible et surtout avec le moins de coûts. D'ailleurs, vu que je suis à l'immobilier, je passe aux emprunts qui sont quand même très liés. Tu dis, est-ce que tu peux faire mieux pour préparer ta retraite? Du coup, une option, ça pourrait être de solder les emprunts, c'est-à-dire de tout rembourser. Mais je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée puisque, au-delà de l'effet de levier qui, je pense, est un peu surestimé puisque tu n'as peut-être pas indiqué tous les apports que tu as fait. Ce qui est sûr, c'est que le taux moyen est excellent. Franchement, là, actuellement, c'est quoi le taux moyen? Je rappelle que là, on est en moyenne sur une durée, 10 ans, mais tu as acheté il y a 10 ans, donc on va dire c'est du 20 ans qui nous intéresse. Sur du 20 ans, on est sur un taux excellent à 3%, sur un taux très bon à 3,29. Donc on est très loin de ton taux. Je pense pas qu'il y ait une grosse optimisation à faire de ce côté-là. Du coup, sur les livrets, c'est vrai que tu nous disais que tu étais en train de reconstituer ton matelas de sécurité. Donc, tu as un livret A ici, 5700 €. C'est vrai que quand on regarde ton spend, ta dépense mensuelle, en gros, tu dépenses à la louche 5000 € par mois. C'est pas fou de se dire que tu mets ton livret A au taquet pour être sûr, surtout que tu as des enfants. Après, je sais pas, ça se trouve que tu bosses dans une société depuis très longtemps, donc tu as une très bonne assise là-bas. C'est toi qui le sais, mais je pense que le réflexe de reconstituer ton livret est le bon. Et tu as raison d'accélérer ça et de faire les investissements en parallèle. C'est ce que je préconise généralement pour éviter cette frustration de se dire je place sur mon livret, donc mon matelas de sécurité, mais en parallèle, je ne prépare pas mon avenir quelque part. Là, au moins, tu fais un peu des deux et tu vas quand même très très vite pour aller au taquet sur le livret. Côté compte bancaire, pas grand chose à dire en soi. Il n'y a pas un solde énorme, donc pas un gâchis énorme sur vos comptes, sur les comptes courants. Je rappelle que l'argent qui est sur les comptes courants, il rapporte généralement rien. Il y a quelques banques qui proposent des REM, mais je trouve que c'est quand même mieux de limiter au maximum et de placer tout l'argent, même si c'est aller chercher 1%, 1,5%, 2% de rendement. Si c'est un placement qui est très peu risqué, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, autant limiter le cash au maximum sur le compte courant. Côté actions et fonds, tu as donc
plusieurs enveloppes. Tu as un PEA, un plan d'épargne en action chez Bourse Direct, 1300 €. Donc là, tu viens de commencer l'investissement. On voit que tu es parti sur un mode plutôt stock picking, j'ai envie de dire. Tu as du Dassault Systèmes, tu as du Total Energy et après, tu as du Mersen. Je ne connais pas cette société. Mersen, c'est matériaux avancés. Ok, peut-être que tu bosses avec eux dans le cadre de ton boulot, donc ça te parle. On regarde des marchés et solutions. Oui, il y a le ferroviaire, donc je pense que tu as dû rencontrer Mersen dans le cadre de ton boulot. En tout cas, intéressant. C'est vrai que là, de prime abord, ce qui me saute un peu aux yeux, c'est que vu la taille du PEA qui est quand même très modeste, je trouve qu'il y en a un peu de partout. Tu vois, avoir une ligne de 85 €, avoir une ligne de 102 €, de 107 €, pourquoi pas, mais quand vous avez des petits montants, et c'est pas du tout un jugement de valeur, mais quand les montants sont inférieurs à 5 000 €, autant concentrer au maximum sur quelques positions sur lesquelles vous avez une très grosse conviction pour que l'impact soit réel, parce que là aussi on dilue l'impact des investissements. Et d'ailleurs on voit, c'est assez intéressant, le stock picking pour l'instant, alors c'est très court comme horizon de temps, donc faut pas non plus tirer des conclusions hâtives, mais il est plutôt négatif. Le defense, l'ETF défense, il marche pas super bien non plus. Par contre, les ETF, en réalité, ça tourne plutôt bien. Et on voit que le emerging market, il fait plus 8%. Après, c'est tout petit montant, tu fais 1 € de plus-value. Mais ce que je veux dire par là, c'est si tu devais continuer à investir, peut-être faire plus d'ETF vu que tu débutes en bourse. Oui, peut-être que Dassault Systèmes, c'est une super boîte et franchement, c'est un fleuron de l'économie française. Mais est-ce qu'il va surperformer le CAC 40, le MSCI Emerging Market, le MSCI World sur les 20 prochaines années, enfin les 19 prochaines années, jusqu'à ta retraite? J'en doute, tu vois, on peut regarder tout de suite, mais j'en doute. En tout cas, j'ai aucune garantie, personne n'en a. Et vu que tu débutes plutôt dans l'investissement, je me dis c'est peut-être intéressant de limiter le risque et de te concentrer sur les essentiels. J'ai un horizon de temps de 3 ans, c'est pas suffisant, je trouve, 3 ans et demi. Mais bon, vous voyez, Dassault Systèmes et le S&P, c'est pas du tout la même histoire. Après, il y a pas beaucoup d'historique, mais si on regarde, on peut faire la même chose avec Total. Il y a beaucoup plus d'historique. Donc là, je prends Total Energy, je rajoute le S&P 500. On est sur... là, ça commence à être quand même sérieux. C'est 40 ans. Pas anodin, quoi. Vous voyez que le S&P 500, il fait plus 3300%, quand Total fait plus 2143%. Alors, vous allez me dire, Total versus dividendes, je les ai pas réinvestis. Oui, mais j'ai pas non plus réinvesti les dividendes sur le SPX S&P 500. Donc, en fait, si on réinvestit les dividendes des deux côtés, on va le faire d'ailleurs sur le CAC 40. Vous avez le fameux CAC 40, le PX1, qui est le CAC 40... c'est le PX1 GR. Bon, là, j'ai moins d'historique. On va essayer d'en chercher un petit peu plus. Voilà, si je me mets sur 10 ans, on voit que le S&P sans dividende réinvesti bat le CAC 40 dividende réinvesti qui explose tous les deux Total. Encore une fois, Total peut cartonner, Dassault peut cartonner, et je souhaite à ces entreprises d'avoir un super parcours boursier. C'est juste que si tu es là pour maximiser les chances, statistiquement parlant, sans être un expert, tu as plus de chances de faire un bon résultat en achetant le marché dans sa globalité, donc en passant par un ETF. Donc Marocco ici, ce serait de cleaner tout ça pour mettre 1 ou 2 ETF, à la limite World et Emerging Markets, je trouve ça logique, et ensuite de continuer ton petit bout de chemin. D'ailleurs, tu as un PER que je vois à la Société Générale dans lequel il y a 2 fonds. On va regarder les frais tout de suite. Du coup, le contrat, les frais sont à 1,75%, pas terrible. Et les fonds, eux, sont à 2,40% et 1,10%. Donc, c'est vraiment cher, je trouve, pour des fonds qui vont avoir tendance à surperformer. La bonne nouvelle, c'est que le PER, tu peux le transférer grâce à la loi Pacte d'un fournisseur à un autre, un courtier à un autre en réalité. Et donc, ce PER qui est assuré par une filiale de la SocGen, tu pourrais l'amener chez n'importe qui. À noter que tu as des frais de transfert de 1% si ton contrat a moins de 5 ans. Malheureusement, je ne sais pas quel âge a ton contrat. Ce qui est sûr, c'est que si c'est moins de 5 ans, c'est 1%. Si c'est plus de 5 ans, il n'y a pas de frais. Et tu vas y gagner parce que tu ne paieras plus ces frais de contrat et surtout les frais de support. Donc, qui dit frais, dit manque à gagner qui est énorme. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de se demander s'il faut mieux investir sur le PER ou sur le PEA. On a fait un petit tableau pour trancher. On est parti d'un rendement plutôt conservateur, donc 5% par an. DCA mensuel, on n'a rien changé. On a mis ta tranche marginale d'imposition actuelle avec les infos qu'on avait. Donc TMI, tranche marginale d'imposition, donc c'est la tranche la plus haute que tu payes. Et on a mis ta TMI à la retraite un peu plus basse quand même. Et donc on voit qu'en fait, net à la fin, je vous épargne les détails du calcul, tu es plus rentable sur un PER que sur un PEA. À performance égale, à investissement égal. Donc ça, c'est un cas assez particulier puisque tu as un revenu élevé, tu as relativement peu d'années encore jusqu'à la retraite. T'as pas 18 ans, tu vois. Si t'avais 18 ans, évidemment, ce serait beaucoup mieux de capitaliser dans un PEA. T'as des revenus élevés, je l'ai dit, et donc, forcément, l'économie d'impôt, plus la baisse de TMI, ça va faire un gain. Par contre, là, il va falloir optimiser les frais du PER si tu veux continuer. Mais a priori, le PER m'a l'air plus intéressant à condition de le transférer chez un fournisseur et de mettre des ETF à l'intérieur et pas des fonds maison assez chers. Et ensuite, il y a un dernier point qui me semble essentiel si tu veux préparer la transmission. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en France, l'État favorise les
gens qui transmettent tôt, donc qui anticipent. Et quand je dis favorise, c'est-à-dire qu'il accepte de lui facturer moins d'impôts et donc de droits de donation. Et donc, si tu commences à transmettre ta résidence principale en nue propriété, ici en l'occurrence, si tu fais ça avant tes 51 ans, tu vas avoir une valeur de l'usufruit qui est de 50%, donc 50% de la maison. Ça, c'est une grille qui est partagée par Bercy, en fait, par le ministère des Finances. Et donc, vous voyez que tous les 10 ans, la clé de répartition entre l'usufruit et la nue propriété, elle s'inverse. Et donc, plus vous transmettez tard, plus la nue propriété vaut cher. Plus vous transmettez tôt, plus c'est l'usufruit qui vaut cher. Et donc, quelqu'un qui achèterait sa résidence principale, qui la donnerait tout de suite à moins de 31 ans, par exemple, il serait taxé que sur 10% en fait de la maison. Donc concrètement, dans ton cas, si tu donnes la nue propriété de ta maison, ça te revient à transmettre 90 000 euros puisque tu prends 50% de la valeur totale de la maison, soit 180 000 euros, donc tu prends la moitié. Et donc, si en plus, vous êtes deux dans le couple, vous donnez chacun la moitié par enfant, tu auras aucun droit de donation. Ça, encore une fois, c'est pas moi qui l'invente, c'est tout simplement dans le Code général des impôts. Donc là, tu as vraiment une économie qui est quand même très favorable, qui est très conséquente. Alors, il faudrait calculer surtout ce qui se passe si tu ne le fais pas. Mais sachez que ça, c'est une astuce, c'est pas très compliqué à faire. Le mieux, c'est d'aller voir un notaire, lui dire voilà, on veut transmettre notre patrimoine. Quelle est la façon la plus habile de le faire en limitant les impôts, en limitant aussi les déconvenus, peut-être aussi l'imposition pour mes enfants. Là, vous pouvez rester dans la maison, vous pouvez continuer à y vivre. C'est simplement que vous donnez la nue propriété à vos enfants et donc vous pouvez limiter fortement la facture fiscale. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant. L'autre chose, et ça, j'en parlais un petit peu plus tôt, c'est plutôt que d'ouvrir une assurance vie pour vos enfants, que vous pouvez faire aussi, vous pouvez aussi ouvrir un compte titre et ensuite tu vas investir via ce compte titre pour toi et tu vas idéalement dans des ETF et tu vas donner le compte titre en fait à tes enfants à un moment et à ce moment-là tu vas purger la plus-value, c'est-à-dire que par exemple si tu fais plus 100% de plus-value, et bien cette plus-value sera annulée et le coût d'acquisition pour tes enfants ce sera la valeur du portefeuille le jour de la transmission. Donc autrement dit, tu vas effacer toute l'imposition sur la plus-value que toi tu aurais payée et en plus tu peux profiter de la donation, des abattements sur les donations par enfant qui se renouvellent tous les 15 ans. Enfin bref, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Mais pareil, ça c'est un sujet qui est hyper important, qui est hyper clé. D'ailleurs, on a fait un talk avec un notaire qui a évoqué, on a fait 2 talks même avec Maître Ravel d'Esclapon sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de choses à aller chercher. On pense souvent aux impôts sur la plus-value, on pense souvent aux taxes de notre vivant, on pense beaucoup moins aux taxes sur notre postérité, à raison. Mais sachez que ça, c'est des impôts que quelque part vous allez imposer à vos proches et donc vous pouvez leur faire un méga cadeau en optimisant légalement déjà cette partie. Et ça, c'est tout simplement de l'anticipation et aller travailler avec un professionnel comme un notaire ou un avocat fiscaliste pour faire ça. Du coup, pour finir sur ton score, je t'avais dit au début de la vidéo 66 sur 100, on va passer en revue les différents éléments. Gagner plus que tu ne dépenses, ça c'est bon, je te mets 20 points. Se payer en premier, ça tu le fais vu que tu investis tous les mois de façon automatique, 20 points. Matelas de sécurité de 3 à 6 mois, malheureusement là c'est un fail, mais bon, tu as pris conscience de ça et tu es en train de travailler dessus, donc je m'inquiète pas du tout. Investissement en bourse, tu le fais. Investissement en priorité sur le PEA, tu le fais, même si tu le fais pas beaucoup, mais on voit que dans ton cas c'est peut-être pas le plus intéressant. Investissement sur des ETF, tu le fais. Minimum d'overlap entre les ETF, pour l'instant c'est pas le cas puisque tu as plusieurs ETF. Le CAC 40 évidemment est compris dans le MSCI World, donc tu as là tu dupliques un peu les positions. Les frais au plancher, c'est pas le cas parce que tu as un PER maison, je pense que tu peux faire beaucoup mieux. Le DCA tous les mois, ça c'est bon, c'est du 4 points, c'est validé. Stock picking, pas de plus de 20%, non, toi tu fais plus de stock picking. Tu n'as pas de compte titre pour l'instant, d'ailleurs ça pourrait être intéressant pour tes enfants. Tu as pris date, on les a pas vus sur le Finari, mais tu nous l'as dit dans le texte. D'ailleurs, si c'est des assurances vie maison, Société Générale ou autre banque, faut les mettre sur Finari pour scanner et voir combien ça te coûte. Et ensuite, s'il n'y a pas de plus-value, moi je fermerai le contrat, j'en ouvrirai un autre. Il y a plein d'options, il y a Finari Life, il y a plein d'autres courtiers que tu peux aller voir. Mais l'objectif, c'est de simplifier au maximum et de baisser les frais pour maximiser la perf. Immobilier, tu as acheté à levier, tu as fait de l'immobilier locatif, ça c'est top. Tu as 0 crypto, donc ça ne t'intéresse pas a priori. Tu investis en toi, puisque tu continues de te former. Tu as une vision très long-termiste, puisque tu réfléchis à 19 ans. Tu as des objectifs qui sont super clairs. Tu n'as pas optimisé la fiscalité, en tout cas pas encore assez, je pense, notamment sur la partie transmission. Et ton patrimoine est pas du tout liquide pour le coup, parce que tu es très, très, très IMO. Donc là, il y a un petit warning. Mais bon, au global, tu vois, ça te met sur 66 sur 100. C'est une note qui est bonne. Je pense qu'avec les ajustements dont on a parlé, surtout la préparation de la transmission, là, tu as vraiment moyen d'aller faire péter les scores et d'avoir un patrimoine qui correspond exactement à tes objectifs. Et c'est bien ça ce que vous devriez viser. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça vous a aussi intéressé de savoir qu'un ingénieur ferroviaire qui gagne 6 000 euros par mois peut investir de cette façon et qui se pose plein de questions, notamment sur la transmission, chose qu'on voit peut-être un peu moins puisque nos clients sont souvent très jeunes. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, le lien est dans la description, vous postulez et toutes les 2 semaines avec l'équipe, on choisit le meilleur profil et ensuite on l'analyse ensemble. D'ici là, je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite.